Avant le temps des cathédrales, il y a eu Belle, qui n'était qu'une esquisse il y a 13 ans pour Richard Cochiante. Belle a pris vie il y a 5 ans, sous la plume de Luc Plamondon. Tous deux nous retracent l'histoire de cette création. Lorsque je propose des musiques, souvent je mets des mots comme ça, n'importe quel mot, ou en anglais, ou en français, ou en italien, je mets des mots. Et c'était au début, time, when I want to be, Reconnu, mais bon, mais oui. pour que je puisse écrire Belle à la place de Time, il a fallu d'abord que j'oublie le mot Time. C'est un très beau mot, très sonore, et il m'avait mis ce maudit mot dans la tête et je pouvais plus l'enlever. Je chantais la mélodie, je chantais toujours Time. Et un jour, quand j'ai pensé au sujet de Notre-Dame de Paris, quand j'ai pensé à Esmeralda, j'ai pensé Belle en pensant à Esmeralda, parce que dans le film de Delannoy, il y a Quasimodo qui dit Belle. 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 Et j'ai commencé le texte sur la musique et c'était le point de départ de notre opéra. C'est devenu ça, Belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de briller Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Alors j'étais sûr d'avoir trouvé mon premier grand air de Quasimodo et finalement, en l'écrivant, l'idée m'est venue de la faire chanter par 3 personnages. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. À quoi me sert encore de briller Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Esmeralda. Notre-Dame de Paris. En janvier 98, Luc Plamondon et Richard Cochiante dévoilent en avant-première des extraits du spectacle au Midem de Cannes. La troupe est saluée par une ovation inattendue. Un mois après, sort l'album de Notre-Dame de Paris. Vous allez, comme moi, à la répétition, tomber amoureux de ces 3 hommes qui viennent. Puisque dans 4 jours, sur la scène du Palais des Congrès, Notre-Dame de Paris. À partir de demain, au Palais des Congrès à Paris, c'est une nouvelle comédie musicale. Un spectacle superbe à partir de ce soir au Palais des Congrès à Paris. D'après l'œuvre de Victor Hugo, musique de Richard Cochiante et texte de Luc Plamondon. C'est un événement parce que c'est quand même assez rare qu'avant même qu'un spectacle soit monté, il y ait déjà eu 800 000 personnes qui aient acheté le disque, alors qu'on ne connaît qu'une seule chanson, et qu'il y ait près de 100 000 personnes qui ont déjà réservé leur billet. Ah, c'est bien. Mais vous vous rendez compte? C'est exceptionnel. Commentaire de Richard Cochiante, c'est une belle année, 98, Richard.
400 000 spectateurs. 400 000 spectateurs. C'est un carton en ce moment, c'est le numéro 1 de toutes les ventes. Ils sont en spectacle. Garou. 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 C'est le bossu célèbre. Patrick Fiori. Patrick Fiori. Patrick Fiori. C'est Phébus. Vous avez bien sûr reconnu. Daniel Lavoie. Daniel Lavoie. Daniel Lavoie. C'est Frollo. Sans oublier Garou, Patrick Fiori, Daniel Lavoie, le triomphe. Notre-Dame de Paris, Belle. Omniprésente à la télévision, Belle fait des ravages. Avant même que le spectacle ne soit monté, les interprètes triomphent. C'est un mot qu'on dirait inventé pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel. Sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel, je posais mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? En chantant toujours en direct, Garou, Lavoie, Fiori séduiront la France entière. Merveille, 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 merveille. Un extrait de Notre-Dame de Paris. Chapeau à Plamondon et Cochante. Garou, Patrick Fiori, Daniel Lavoie et toute la troupe de Notre-Dame de Paris. Luc Plamondon, Richard Cochiant est en tête. Pour la première fois de ma carrière, je vais remettre à la pelle des disques de diamant. Alors, disque de diamant pour Richard Cochiant, pour Luc Plamondon, pour Bruno Pelletier, pour Fleur de Lys, pour Patrick Fiori, pour Garou, pour Daniel Lavoie, pour Hélène. Tout le monde est récompensé. Alors qu'en France, les comédies musicales sont souvent dénigrées, Luc Plamondon crée à nouveau la surprise, comme avec Starmania, son œuvre maîtresse, qui fête actuellement ses 20 ans. Rencontre avec l'auteur à l'Institut du monde arabe. Luc Plamondon, genèse de cette histoire. À quel moment tu es revenu dans ce livre? C'est celui-ci. Je l'ai bien usé. Hein. Ça, c'est... Il est rempli d'annotations. C'était quand... J'avais jamais lu Notre-Dame de Paris, à vrai dire. Donc, j'avais vu les films, les ballets, Et puis finalement, quand j'ai eu envie de faire ce sujet, j'ai dévoré le livre et j'ai annoté en marge et j'ai trouvé assez de sujets de chansons pour faire un opéra. À la fin de la lecture du livre, j'étais convaincu. Pas le leur. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers. Délivre-moi de ma ceinture, viens en moi, petit tordu. Déchiré entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Pour celui qu'on est. Comment tu as choisi les chanteurs, justement? Parce que on l'a vu avec Starmania, bon nombre d'artistes ont fait carrière à la suite de Starmania, et ça continue. Tous les chanteurs qui sont dans Notre-Dame de Paris, qui n'avaient pas un contrat de disque en France, et c'était quand même la plupart d'entre eux, ont décroché un contrat dans les 3 derniers mois. Bon, je les ai choisis en fonction du personnage, évidemment, qu'ils avaient à jouer, en fonction de leur voix. D'abord parce que ça, c'est quand même l'élément capital. Ces musiques demandent une voix très étendue, très puissante. Et moi, j'ai entendu les chansons chantées par Cochiant pendant 3 ans. Et c'est un sacré chanteur, Cochiant. Ouais, quand il chante les chansons, il leur donne une dimension très, très forte, très puissante. Et il fallait retrouver cette même puissance. Mais il fallait la retrouver dans des registres différents. Bonjour, je m'appelle Bruno Pelletier, je suis un chanteur de Montréal. Et si vous le voulez bien, je vais vous raconter l'histoire au temps des cathédrales. Il est venu le temps des cathédrales. Moi, Locke Merville, dit Clopin, je suis le chef de cette cour des miracles. I shot the sheriff, yes sir.
Je suis Hélène Ségara, l'Esmeralda de Notre-Dame. Treating me kind, sweet as I need, carry me to inspiration. Le mot phébus veut dire soleil, le mot fiori veut dire fleur. J'aime Phébus avec passion et je suis sa fiancée Fleur de Lys. Oh, j'oubliais, moi c'est Julie Zenati. Apprends-moi à aimer comme l'oiseau aime le ciel, comme le soleil se meurt. Je suis Frollo, archidiacre de Notre-Dame. Mais dans la vraie vie, je suis Daniel Lavoie, chanteur. Je suis Bossu, sonneur de cloche de Notre-Dame. Je suis Garou, chanteur de Rhythm and Blues. How sweet the sound that big says, make it free. J'aurais voulu être un chanteur. Comme ceux de Starmania en leur temps, les interprètes de Notre-Dame explosent au grand jour et s'affichent dans toute la presse. Et une fois que ça marche, on nous demande d'expliquer pourquoi ça a marché. Alors moi, qu'est-ce que ça fait 20 ans qu'on me demande d'expliquer pourquoi je crois que Starmania est un succès. Bon, et j'ai toujours pas la réponse. La réponse, c'est le public. Il faut demander au public. Bien avant que le spectacle commence, le 16 septembre 98, 150 000 spectateurs avaient réservé leur place au Palais des Congrès. Luc Plamondon, comme chaque soir depuis 5 mois, vient respirer l'humeur des coulisses. Tous les jours, il y en a. Des gens qui m'écrivent des lettres très gentilles. Luc n'hésite pas à réconforter, encourager ses artistes. Voilà, notre grand cowboy de Quasimodo. Le grand cowboy. C'est une espèce de gorille. Vas-y. Moins 3. Moins 3. Moins Nick. Renaud Pelletier, Gringoire. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On coupe pas les cheveux, mais On va faire un bon massage. Ah d'accord. Ah oui, bah ouais, forcément. Ouais, tu la mets puis je te retrouve, d'accord. Sortir d'ici, oui. Bon, Patrick Intus aux loges, alors c'est toi qui l'as décoré ou quoi? J'ai demandé, parce que ça faisait un peu salle d'opération quand je suis arrivé, donc j'ai ouvert, j'ai dit si vous pouvez lui mettre de la couleur, donc j'ai demandé un bleu corse. Bon, on est tombé dans le gitane, bon, par rapport à Notre-Dame, ça va, quoi. T'as raison, oui, t'es bien, t'es dedans. Tu veux faire un casting? Vas-y, je fais un casting de Quasimodo. Et les mains, je joue beaucoup avec les mains, la tendresse, la subtilité. Ça va être dur pour moi, mais la tendresse et la subtilité. Non. Oh là là. Fais la tendresse et la subtilité. Oh là là. Encore, Monique. Bruno, ça m'a l'air bien cool là, avant l'entrée en scène et tout. Ouais, en fait, on est rendu à une cinquantaine de spectacles passés déjà. Alors, l'espèce de fébrilité à outrance des premières est disparue. Mais c'est ce qui apporte la grimace de Quasimodo, en fait, c'est le massage de Monique, vous voyez? Julie, c'est Quasimodo. Oh, que vois-je? Fleur de Lys. Fleur de Lys, enfin, tu es prête? Oui, presque. Mais je ne t'ai pas reconnu tout à l'heure, tu faisais des élongations avec les garçons dans les couloirs, tu les faisais travailler, et maintenant tu as tes cheveux ondulés. Oh. Comme tu es jolie. Presque prête? Presque prête, il manque plus qu'une chaussure et on y est presque. Il est beau comme le soleil. Il est beau comme le soleil. Avec le Il est beau comme le soleil.
Je vais vous faire voir quelque chose d'intéressant quand même, parce que ça, il faut le savoir et personne ne le sait. Ça, personne ne le sait. Je vais vous faire peser ce que j'ai sur scène tous les soirs. Vas-y, fais voir tes mains. Ouais. Voilà. Oh la vache. Ah oui, quand même. Tiens, pèse. C'est de la vraie cotte de maille. Hein? C'est de la Oula. Ah oui. À dire que pour eux, c'était des t-shirts, ça, au Moyen-Âge. Oui, c'est ça. Et en plus, t'avais l'armure dessus, tu sais, qui pèse bien. T'as les 15 kilos en plus en métal. Et ça, c'est juste le t-shirt. Ça, personne ne le sait. Voilà, je crois qu'il y a 6,5 kg en tout. Ouais, mais regarde, c'est pas du balèze, ça, regarde. C'est du gaillard. C'est du gaillard, pur garrigue, pur corse. Hélène Ségara, la maquilleuse professionnelle. Ici, parce Elle que... s'est recyclée dans le maquillage. Ici. Et alors là, sur le nez, regarde en l'air. Prends l'air excédé. On la prendra la Ségara. Alors là, Monique, le coup de l'argile, c'est ce qui va tenir les cheveux en l'air. Voilà, tout à fait. Qui va colorer les cheveux et les tenir en l'air. Monique m'a abandonné, je peux terminer tout seul. I could be wrong, I could be right. Ça rigole? Ah, on rigole, oui. C'est le moment où tu décompresses ou non? Je commence à compresser. Ah oui, d'accord. Ça t'aide pas vraiment le maquillage? Oui, Quelques artistes parfois se laissent détendre à ce moment-là. Je crois que ce serait un moment de concentration si je le faisais moi-même. Et petit à petit, je m'habitue à me voir devenir méchant. Et après, quand je quitte ici, je m'en vais me concentrer. À moins d'une heure du spectacle, les danseurs, les acrobates, comme les chanteurs, s'échauffent, à chacun sa manière. Pendant qu'une cinquantaine de techniciens préparent le spectacle chaque soir en coulisses, dans les loges, maquilleurs, coiffeurs, habilleurs s'affairent. La mécanique est bien rodée. Chacun son tour. Enlaidir, embellir, déformer, appuyer les traits caricaturaux de chaque personnage est un art. Par exemple, métamorphoser Garou en Quasimodo demande 3 quarts d'heure de travail. « 4000 personnes venues de toute la France sont dans la salle, impatientes de découvrir l'événement musical de l'année qui joue à guichet fermé. 20h45, les lumières s'éteignent. Gringoire, le poète narrateur qui ouvre le spectacle, a pris place sous la scène. Impression. À chaque soir comme ça, quand on les entend, on a une petite idée comment ils vont être. Là, ils sont chauds ce soir. Ils sont moyens. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Bruno Pelletier, c'est moi qui l'ai lancé il y a 5-6 ans. Bon, il chantait dans les bars de rock. Je lui avais donné le rôle de Jimmy dans les gens de Jimmy à Montréal. Ensuite, Johnny Roquefort au Théâtre Mogador à Paris pendant 2 ans. Et depuis, c'est devenu un immense star au Québec. Johnny Roquefort, c'était un rôle qui était extrêmement physique. C'était des combats, c'était de la descente en rappel, c'était très physique. Et
ça aurait pas été intéressant pour moi de faire un rôle dans une nouvelle comédie musicale où on me demandait encore le même genre de truc. Alors c'est pour ça que c'était intéressant d'aller faire Gringoire, un poète, quelqu'un beaucoup plus aérien, un peu plus flyé, et avec les références qu'il me donnait, ça donnait une ouverture de champ à travailler assez incroyable. Et en même temps, j'en ai bavé un peu parce que là, j'étais perdu à un moment donné. Je savais plus exactement comment travailler ce rôle-là. Ça a pris 3 semaines à trouver comme il faut de répétition. Je voudrais vous montrer une inscription gravée sur une pierre au-delà de la galerie des rois. Dites-moi ce que veut dire ce mot, anarchia. Tu es possédé, le grec anarchia veut dire fatalité. Je voudrais vous montrer une inscription gravée sur une pierre au-delà de la galerie des rois. Dites-moi ce que veut dire ce mot, anarchia. Moi, on m'a donné comme référence, Bruno, on veut que tu fasses le poète. On sait pas trop qu'est-ce qu'il doit ressembler. On aurait envie qu'il soit entre Baudelaire et Morrison, Jim Morrison. Ça va très bien, c'est ça, ouais. Il fait le malheur en ce moment en France, grâce à cet événement musical qu'est Notre-Dame de Paris. Accueillons-le comme il se doit, Bruno Pelletier. Dans la catégorie interprète masculin de l'année, le gagnant, Bruno Pelletier. Bruno Pelletier connaît la consécration au Québec avec son 3e album Miserere, disque de platine en 97, et se distingue 2 années de suite au Gala de la Disque, l'équivalent québécois de nos victoires de la musique. J'ai été longtemps, souvent parti cette année et en ce moment, je suis loin. Comme vous savez, sur Notre-Dame de Paris, pendant 6 mois, mon fils trouve ça difficile. Et Thierry, mon petit bonhomme, ce trophée-là, je te le donne à toi, tu le mettras dans ton bureau. Dans ta chambre, sur ton bureau. Merci. Est-ce que tu comptes garder le rôle de Gringoire ou est-ce que ta carrière solo va t'amener justement à lâcher les dés à un moment? Je vais pas aller en tournée dans la France avec l'équipe parce que moi j'ai ma tournée Miserere chez moi qui se poursuit. Donc je dois retourner chez moi. Mais lorsqu'ils vont venir au Canada, je vais reprendre avec eux parce que je me sens pas capable de pas faire le rôle chez moi. Ça connaît le même succès sur disque et de vendre le billet chez moi qu'ici. Donc si le spectacle vient chez moi puis je suis pas dessus, je me sens traître un peu. C'est parti. On peut toujours sentir... sentir un petit peu la salle. La salle, on la sent. Même avant de commencer à chanter, je t'ai dit c'est moyen. Ouais. Après la claque, j'ai senti que on va les avoir à soir. C'est jamais à tous les soirs, il y a quelque chose qu'on sent. Alors qu'ils viennent, tu vas les sentir, tu les sens venir. Tu sais qu'il y a une possibilité. Et il y a des soirs que tu te dis est-ce qu'on va y arriver, t'sais. Et pourtant, c'est le même spectacle, ça, c'est très surprenant. Et c'est là la cadence, 7 fois par semaine pendant des mois, ce que je te parlais tout à l'heure. Et il y a un moment donné que tu arrives à accepter qu'il y a des soirs que ça va être comme ça, puis d'autres soirs que ça va être là le lendemain, ça va être une apothéose extraordinaire. Puis ce qui est le plus difficile,
à accepter. S'il y a des soirs où tu trouves que t'as pas bien chanté, puis tout le monde vient te voir puis dit c'était extraordinaire. Et les soirs où tu trouves ça bon, personne ne te dit rien. Mais ils font, ouais, t'étais... Mais ça médium. Ça arrive. Le premier titre, Richard. Ben, il assure toujours tellement bien. Oui. Il a une force dans ce qu'il arrive. Tu sais, il doit arriver et puis il doit quand même imposer quelque chose, non? Prendre en main tout de suite. Et lui, il le fait bien. C'est super. Permettez que je vous ramène hors des murs de la cité. Vive les bohémiens, vive les bohémiens. Assez tout droit, vous vous trompez sur moi, je Esmeralda, monsieur n'est pas fille à soldat. Comment allait ton Esmeralda à toi? Ton Esmeralda rêvée, elle serait comment? Mon Esmeralda rêvée à moi. C'est rien, c'est là que merveille. À chaque fois, il me fait cette petite plaisanterie. Mon Esmeralda rêvée, je l'ai découverte il y a plus d'1 an et demi maintenant. Je l'ai vue et j'ai su que c'était vraiment mon Esmeralda. Pour moi, Esmeralda, elle est farouche, elle est sauvage. Elle a du feu dans les yeux. C'est pas une méchante, mais c'est une vraie sauvage. Je te sors d'ici, je promets que je te rendrai à tes frères les gitans. Esmeralda, elle représente... elle est l'étrangère dans la ville. D'ailleurs, dans le roman, Victor Hugo l'appelle successivement, il l'appelle la bohémienne, l'africaine, l'algérienne, la zingara, l'andalouse. Elle est la personnification de toutes les races qui se mélangent, et ce qui était un phénomène nouveau dans le Paris de la fin du Moyen-Âge. Suite au désistement de Noah, il fallut trouver une nouvelle voix pour le rôle d'Esmeralda. Voici le casting qui permit à Richard Cochiante de sélectionner Hélène Ségara, mais aussi des chanteuses dites de remplacement. Je suis fille de grand chemin. Nul ne sait le pays d'où je viens. Ici Nadia, aujourd'hui doublure de Fleur de Lys et d'Esmeralda. D'Andalousie, vaut-il la peine qu'on y revienne? Bohémienne, il ne sait, pardon. On peut retourner tout de suite dans celui-là. Juste après Bohémienne. Bohémienne. C'est pas possible, hein? À l'issue du casting, Hélène Ségara disposera de quelques semaines pour travailler son rôle. Pour celle que l'on nommait la bohémienne dans son enfance et qui dès l'âge de 15 ans chantait dans les bars de la Côte d'Azur, le rêve devient réalité. C'est quand même un drôle de destin parce que Patrick m'en avait parlé et j'ai été appelée pour faire le casting de Notre-Dame il y a plus d'1 an. Patrick Fiori, moi je suis amie avec Patrick depuis plus longtemps que ce spectacle, je le connaissais bien avant. Et je me rends au casting, je fais mon essai de voix et puis Alberto qui faisait les castings me dit « Oh, la voix correspond bien, etc. »
Et puis, je savais pas vraiment si je voulais faire ça, parce que j'avais aucune expérience d'une comédie musicale. J'ai jamais fait de danse de ma vie, j'ai jamais joué la comédie, donc quelque part, je crois qu'à l'époque, j'avais un peu les chocottes quand même. Et puis, j'oublie ce projet parce que juste à ce moment-là, quelques jours après, on me propose le duo avec Bocelli. Et puis quand j'arrive en fin de parcours avec ce duo, qu'Andrea repart, qui commence à faire des tournées classiques, etc., on me rappelle. On me dit que Noah ne faisait pas la scène et qu'il ne voyait que moi vocalement pour assumer le rôle. Ne parlant pas couramment français et préférant poursuivre sa carrière internationale, Noah, la chanteuse israélienne, abandonne en février 98. Quelqu'un dont je suis fan, je te le dis vraiment, parce que j'ai ces 2 albums, parce qu'on s'est rencontrés et ça a été le coup de foudre. Et j'avais pas envie que les gens nous positionnent en rival ou quoi que ce soit, je trouve ça tellement nul. Et j'ai réfléchi un petit moment et c'était un défi finalement pour moi. Le défi, c'était pas de passer après Noah, le défi c'était de faire quelque chose que j'avais jamais fait et de pousser mes limites où je ne les connaissais pas encore. J'ai vécu mon enfance pieds nus, avec mes longs cheveux bruns frisés. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses... Des analogies, oui. Ah oui, énormes. Et donc, pour moi, c'était quand même un destin. Et quand j'en ai parlé chez moi, ils m'ont dit, mais c'est toi, il faut que tu le fasses. Tu sais, on a un conseil de famille très important chez moi. Et tout le monde me voyait dans ça. Et moi, je me voyais, mais c'est ma peur qui me retenait, si tu veux. Et le travail, il était de me dire, ce qui est en toi, mais que tu n'oses pas sortir sur scène, faut que tu le fasses sortir. Si par bonheur il n'est pas mort, dites-lui que je l'aime encore. Phébus, si tu m'entends, viens me sauver, viens leur crier la vérité. Phébus, dis-leur que je n'étais pas tué. Voilà. Alors, la même chose, essaie de... Oui. Tu vois, de faire des waves. Non. Fais par groupe. Si par bonheur il n'est pas mort, dites-lui que je l'aime encore. Tu vois, au lieu de dire si par bonheur il n'est pas mort. D'accord. Okay. Tu vois la différence? C'est la toute première fois que j'entends Hélène chanter cette chanson. Ah bon, tu l'avais pas entendu? Non, je ne l'avais pas entendu encore. C'est très émouvant. C'est très émouvant. Ce couteau que je possédais, je l'ai posé sur le plancher. Phébus, cet homme en noir qui me suivait, sur toi je l'ai vu se pencher. Phébus. J'ai lu quelque part, tu dis que parfois sur scène, t'as envie d'aller aux larmes dans un sentiment monte et... Je pleure, ça m'arrive... D'abord, je pleure très souvent dans l'Ave Maria. Alors les gens peut-être qu'ils croient que j'en fais trop, mais j'en fais pas trop. L'Ave Maria, je le vis pas comme une chanson, je le vis comme une prière. Je m'adresse à la Vierge, j'en profite pour lui dire tout ce que j'ai à lui dire au travers de ma chanson. Et c'est un Ave Maria païen et j'ai été athée pendant des années et je dis que ça c'est une prière que tout le monde peut faire, même sans croire.
Ave Maria, protège-moi de la misère, du mal et des fous qui règnent sur la terre. Quel rapport tu as avec Esmeralda? Tu ressembles à ce personnage, à ce qu'est Esmeralda, dans sa vie, dans la pièce. Mais tu sais qu'Esmeralda m'a fait découvrir des choses sur moi. Elle m'a appris des choses sur Hélène. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand tu prends le personnage de Gina Lollobrigida, par exemple, elle est très sensuelle, très glamour. Et c'était un côté qui me gênait, parce que quand tu es dans la cage avec une robe de bure qui te fait un derrière comme ça, le côté glamour, faut que tu l'oublies tout de suite. Donc, si tu veux, j'avais pas envie de me dire, voilà, je suis en pleine scène de torture, je l'aime, je l'avoue. Tu vois, c'était pas possible. Et donc, j'ai des moments où je cherche à être séductrice, parce que c'est le début du spectacle qui fait ça, et puis il y a des moments où j'ai envie d'être moche, avec le noir qui a coulé, tu vois, ça me gêne pas du tout. Mais quelque part, Esmeralda, dans la manière dont je l'interprète, j'ai envie qu'elle me ressemble. C'est-à-dire que si un garçon me plaît, je vais pas aller lui mettre ma jupe sous le nez comme ça et lui dire je suis Esmeralda, tu vois. C'est pas possible. Si un garçon me plaît, tout va se faire dans la distance. Je posais mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite de pas être sur terre. Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois. C'est les doigts dans les cheveux, C'est une fille qui va se donner une fois. C'est pas une fille qui va se donner 10 000 fois à 10 000 hommes. Et l'homme qu'elle va aimer, elle va même pas pouvoir consommer cet amour physiquement. Gênant. Un peu embêtant. Quand même. Quel est ton moteur maintenant, Hélène? Il y a Esmeralda qui va t'emmener un peu partout, parce qu'il y a un spectacle, il y a une tournée, il y a l'étranger. Est-ce que tu as pensé à la version anglaise? J'y ai pensé, c'est intéressant, mais je suis bilingue, alors donc évidemment ça m'intéresse. Mais je sais pas si je continuerai pendant des années. Tu sais, j'ai une carrière solo aussi qui continue. Et c'est très fatigant de gérer les deux en même temps. Voyons si c'est un destin. Est-ce qu'on a mis ces pilules? Il y a quelqu'un qui a ces pilules? La pièce est écrite en 2 actes, fin de la première partie. Notre-Dame de Paris doit son succès également au metteur en scène québécois Gilles Maheu, ainsi qu'aux chorégraphies modernes de Martino Muller, aux costumes de la designer Fred Sattal, qui en réalisa 120 en 2 mois et demi. Des talents qui, conjugués à la lumière et à la musique, donnent un spectacle hors du commun, vecteur d'émotion qui a séduit un large public.
c'est bien fait, c'est bien préparé, c'est vraiment très très fort le spectacle. Je suis pas déçue parce que je l'ai écouté, hein, c'est de belle musique. Les chorégraphies, les chorégraphies vous ont plu? c'était super. En plus, il y a des mouvements hip-hop dedans, c'est jeune. C'était vraiment génial. Ouais. Je suis vraiment surprise et très très agréablement surprise par la danse, la présentation, les idées qui ressortent du spectacle. Toujours quand Patrick Fiori chante, ça porte au trip et on a la chair de poule. Moi j'aime le prêtre. Il est très torturé. Moi, je parle au nom de Adeline. Adeline, c'est Garou. C'est Garou. Je suis fou amoureux de ce spectacle et je marche tous les jours que je le vois. Et quand on voit le bonheur que prennent les gens à la fin du spectacle, à partir de là, j'en suis encore plus ravi. Producteur heureux, Victor Bosch, Charles Tallard. C'est au-delà de toutes mes espérances, moi personnellement. Je savais qu'on allait vendre du disque, je ne savais pas qu'on allait en vendre autant, je savais qu'on allait réussir à amener du monde, mais pas à ce niveau-là. Donc afficher pratiquement pendant un an complet un spectacle, je ne sais même pas si les Américains l'ont réussi sur une salle là qui est de près de 4000 places. Les deux producteurs ont craqué en écoutant Cocchiante interpréter Notre-Dame seul au piano. Quel flair! Dans quelques instants, retour dans les coulisses de Notre-Dame de Paris. Patrick Fiori, Garou, Daniel Lavoie, Locke Merville, Julie Zenati, suite de la Success Story, acte 2. Allez se coucher. Son histoire dans le corps, dans le ciel. Arrête maintenant. Pourquoi ça se fait pas, Hélène? Patrick. Mets ta pâte à limatou. Mets ta pâte à limatou. Ma tante Alou l'a ridée. Ma tante Alou, il a ridé. Non, Dan la ridée, mets ta pâte à limatou, ma tante Alou l'a limatou, mets ta pâte à limatou, ma tante Alou l'a ridée. Montana, ma chérie. Dimanche dernier, il y a Céline Dion qui est venue me voir et puis elle m'a dit « Mais c'est inhumain ce que tu fais !» C'est beau possible. Tu sais, elle met les hauts à la place des A. C'est un amour. C'était un vrai coup de foudre. Elle a apprécié, je présume, le spectacle. Enfin, elle était... Alors, tu sais, quand elle est venue à la fin me voir, on s'était vu à l'entracte. Elle me prend les mains comme ça, je sens qu'elle avait un truc dans sa main. C'était un Kleenex tout mâchouillé, tout, tu vois. Donc, je savais qu'elle avait été émue. S'il vous plaît. 6 kilos. Et vas-y. Et demi. Quand j'ai le corps en mal d'amour, sitôt j'accours au val d'amour. Oh non, ressort qu'au petit jour du cabaret du val d'amour. Mesdemoiselles, excusez-moi. J'attends la belle Esmeralda. Qui est Phébus dans Notre-Dame? Phébus, c'est le capitaine des archers du roi. C'est celui qui est en fait engagé, je dirais entre guillemets, par Frollo pour faire régner l'ordre avec les païens et pour faire en sorte que tout se passe bien, quoi, qu'il n'y ait pas de problème. Et Phébus tombe heureusement amoureux d'Esmeralda et de Fleur de Lys. Désiré, je suis un homme dédoublé, désiré. Entre deux femmes que j'aime, entre deux femmes qui m'aiment. Est-ce ma faute si je suis un homme normal? Désiré. Pour cette chanson-là, ça a été le boulot le plus énorme que j'ai pu donner. C'est vraiment sur cette chanson-là, sur Déchiré, où je me suis fracassé. Je me suis fracassé, même pendant les répétitions, j'en ai beaucoup souffert. C'est la chanson qui m'a fait maigrir de 7 kilos. Quand il arrive le moment de Belle, ça me met sur le cul, quoi. Ça me met sur le cul à chaque fois parce que je me dis, une chanson, la magie d'une chanson qui peut à la fois générer autant de spectateurs pour le spectacle, qui peut générer à la fois autant de ventes d'albums, autant de ventes de singles, et qui peut générer à la fois, qui peut toucher à la fois toutes les classes sociales.
Cette chanson-là, aujourd'hui, on la chante dans les classes, dans les écoles. Et ça, c'est énorme. Les enfants, aujourd'hui, apprennent Belle. La demoiselle serait-elle encore plus seule quand ses mouvements me font voir monts et merveilles? Belle, c'est là où je me sens le mieux. Et dans ma catégorie vocale et dans l'interprétation et dans les mots. Je peux aussi bien vous faire... Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle. Je peux vous faire... Ma dulcinée. Donc c'est une capacité qui peut être aussi... qui peut avoir un petit côté ténor. Ma dulcinée, laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Et l'homme qui détournerait son regard d'elle sous peine d'être changé en statue de sel. À quel moment t'as découvert que t'avais cette voix-là? Vraiment, je crois que c'était à l'âge de 13 ans. Enfin, à l'âge de 5 ans, déjà, je chantais avec mon frère guitare en avant et on s'est fait tous les concours de chant de la région. Ah bon? Petit? Petit. Et Dieu bénisse, on raflait tout. Allez, ça gagnait tout le temps. On raflait tout. On a toujours gagné. Génial. Toujours gagné. On gagnait des coupes. On gagnait 600 francs pour faire le plein d'essence dans la Renault 18 à mon père. Tout ça. C'était génial. C'était vraiment génial. Quand on me mettait au piquet, même quand j'étais tout petit, je m'arrêtais pas. Je chantais dans les couloirs. Je profitais de la moindre réverb naturelle que je pouvais attraper comme ça au passage. Dans les couloirs, quand on me disait Fiori dehors, je chantais puisque moi je maîtrise pas du tout l'anglais, donc je faisais New Hot Nelly New et je me souviens quand je faisais les profs ils se mettaient au carreau comme ça, ils se soulevaient, ils me regardaient chanter. Ils m'avaient mis à la porte et ils arrêtaient le cours et ils me regardaient chanter. N'allez pas croire tout ce que l'on dit, au fond c'est elle qui nous unit. Maman vaut le cigare. Tant mieux qu'il y ait des différences, elle ne fait pas de préférence. Tous ses enfants le sont corse. Alors, tu vis en Corse, tu vas à l'école, tout ça, et il y a un moment où tu vas péter les plombs, tu vas laisser tomber l'école, et je crois que là, il y a une conversation avec ton papa. Comment ça se passe? Ben, la conversation avec mon papa, elle est toute simple, c'est... Je sors de mes cours, je rentre à la maison et je dis papa, je vais arrêter l'école. Il me dit et pourquoi? Je dis parce que papa, je veux chanter. Et il m'a dit ok, tu vas arrêter l'école? J'ai dit ouais. Il m'a dit ok, on arrête l'école. Tu arrêtes. Si vraiment tu vas arrêter, si vraiment tu veux chanter, c'est ce que tu vas faire. Mais crois-moi, tu vas chanter. Au-delà de nos mots, plus loin que le silence. Et malgré nos différences, au-delà de nos guerres et de nos déchirures, et le poids de l'habitude. T'as beaucoup de reconnaissance pour tes parents? J'ai plus que ça. J'ai plus que ça. Aujourd'hui, ma famille, c'est ma vie, quoi qu'il arrive. Quand tu montes là-haut à Cargèse ou quand tu retournes chez toi? C'est mon noyau. Si je suis là aujourd'hui et que je te parle, c'est vraiment... C'est grâce à eux. Oui, c'est grâce à eux, parce que ma mère s'est tapée des ménages, s'est tapée des cages d'escalier de 17 étages. J'ai vu ses pieds ensemble de mes yeux. J'ai vu mon père entrer avec le profil bas. J'ai vu mon père entrer des déménagements où il se tapait des pianos à trimballer sur 5, 6, 7, 8, et voire des fois 9 étages parce que les ascenseurs étaient en panne. Et il rentrait avec une liasse de billets pour me dire « Tiens, mon fils, demain, tu pourras te payer ta maquette. » Patrick Fiori vient de sortir son premier album Prends-moi, produit par Rick Allison, le manager de Lara Fabian. C'est vrai qu'à un moment, on me disait, est-ce que tu penses que Notre-Dame de Paris va pas occulter, va pas mettre un petit peu d'ombre sur ton album? Non, non, pourquoi? Pourquoi? Puisque l'entente d'une Paris parfaite entre les deux. Et j'ai deux choses extraordinaires qui m'arrivent. Le rôle de Phébus, Belle, déchirer toutes ces chansons-là, et mon album Prends-moi, c'est génial, merci mon Dieu, quoi. Ah, je suis heureux, hein. Je suis heureux. C'est un fromage qui vient de la Haute-Corse. Bah, du capito, c'est mica, c'est fou.
C'est bon Lolo, je suis à la maison. Je suis à la maison en direct. C'est la téléportation, ça Laurent. C'est la téléportation. Quand tu reverras ton village, quand tu reverras ton clocher. Une vieille ruelle tout près de la citadelle d'Ajaccio. C'est bon. C'est Tino Rossi. Tino Rossi. T'aimes On bien m'a comparé. On t'a comparé à Tino Rossi? À l'époque de l'Eurovision, Patrick Fiori, le Tino Rossi. 93, Mama Corsica. Le Tino Rossi de l'an 2000. Allez. Oui, c'est ce qu'on avait dit sur moi. Oh la vache, faut que tu te presses. Excuse-moi. C'est dans un an. Mais c'était en 93. Oh là là là. On m'avait dit ça. Quel sentiment par rapport à ce titre, par rapport à cette expérience? Tu te sens avancé à ce moment-là, le fait d'avoir été sélectionné pour l'Euro? C'est énorme, c'est énorme. Moi, je suis à Cargèse, je suis au village et on m'appelle et on me dit Patrick, c'était un monsieur qui s'appelle Denis Voise qui s'occupait de François Valéry à l'époque, qui me dit Patrick, il faut absolument que tu viennes à Paris. Je dis mais pourquoi? Il me dit écoute, il y a un truc énorme qui se présente là, il faut absolument que tu viennes quoi. Et je dis bon mais ok, comme je lui faisais confiance, j'ai pris l'avion le lendemain matin. Je suis arrivé à Paris, on est parti chez François Valéry. François me fait écouter Mama Corsica et il ne me dit rien du tout. Et il me dit qu'est-ce que tu penses de cette chanson-là? Et sans savoir, je lui dis si tu représentes cette chanson, si tu présentes cette chanson à l'Eurovision cette année, tu fais un carton. Et là il me regarde, mais tu peux la chanter une fois, tu peux essayer, voir un peu ce que ça peut donner. Je lui chante une fois, 2 fois, 3 fois. Fais voir un petit bout, tu t'en souviens ou pas? Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain, pour les amis qui ont faim, et la Mama Corsica. Elle a le cœur grand comme le ciel, elle est sincère comme elle est belle, Mama Corsica. Elle est comme ces vieilles dames en noir qui portent en elles leur histoire, Mama Corsica. Il paraît même que le bon Dieu, il en était fou amoureux en la dessinant de ses doigts. Mama Corsica, au nom de l'amour ce soir, c'est toi la paire d'amitié. Mama Corsica. En 93, Patrick Fiori représente la France à l'Eurovision en Irlande. Classé 4e, son Mama Corsica devient l'hymne de l'île de Beauté. Mama Corsica, comme si le monde chantait en Corse pour te saluer. Mama Corsica, Mama Corsica. Oh, the best reception so far. One of the strong songs, Mama Corsica from France, Patrick Fiori. Alors, Mama Corsica va fonctionner un petit peu partout, Patrick, et tu deviens de notoriété chez toi en Corse? C'est une vedette. Grand, on est arrivé au village, il y avait plus de 50 personnes de chaque côté avec les fusils qui ont tiré quand je suis arrivé. C'est une coutume hein, là-bas, pour le jour de l'an, pour Noël. On tire au fusil. Et ce que je peux vous dire, il y a un truc extraordinaire, parce que ça, je pense que personne ne le sait. Quand je suis passé à la télévision, il y a la moitié des villages de Corse, la moitié des églises ont sonné les cloches. J'aurais vraiment aimé chanter, j'ai fait des pieds et des mains à Luc pour la voir, mais bon, elle correspondait pas du tout à mon rôle. Et les cloches, ouais, il y a la petite Marie pour les enfants qu'on met en terre, il y a la grande Marie pour les marins qui partent en mer, et il y a la grosse Marie pour les amants qui se marient. Je trouve ça extraordinaire. Toutes ces cloches que je sonne, qui rient et qui résonnent, texte il est... Ces phrases-là qui me touchent parce que dans les villages en Corse, on entend de temps en temps les cloches sonner, mais pas spécialement pour des bonnes choses. N'est-ce pas Quasimodo qu'on amène là-bas? Il sait faire être l'idiot, allez savoir pourquoi. Reçu, boiteux, borne, violeur, sonneur de cloche de malheur. Priez pour lui, pauvre pécheur, ayez pitié de lui, Seigneur. Je suis bossu, sonneur de cloche de Notre-Dame. Je suis Garou, chanteur de Rhythm and Blues. Smeralda me rend fou.
Quasimodo, le pape des fous. Cocciante n'aime pas du tout le blues. Mais quand je lui ai dit, comme lui, il a quand j'ai dit je vais te faire entendre le chanteur de blues, il m'a dit ah non, les chanteurs de blues pour moi ne sont pas des chanteurs, les chanteurs de blues ne peuvent pas chanter ma musique. Ouais. Mais j'ai dit écoute-le parce que le timbre était tellement extraordinaire déjà et cette voix rauque et je l'ai amené auditionner et ça a été le coup de foudre immédiat de la part de Cocciante. Pierre Garand, surnommé Garou depuis son enfance, est la révélation de l'année au Québec grâce à son rôle de Quasimodo. Il prépare actuellement en solo son premier album. Première. Garou, on est installé ici au Sunset dans une boîte de jazz. Ouais. Ça a ses raisons si on est dans une boîte de jazz. Une boîte de blues, une boîte où on fait des jams, des genres de choses, des sessions, comme on dit. Parce que c'est un petit peu l'origine de ton talent. En fait, avant d'habiter les tours de Notre-Dame, j'habitais plus des endroits comme ça. Tu vois, je me sens à la maison ici. Ça, c'est ton univers. Hein? C'était vraiment mon univers parce que j'ai eu un groupe de swing de 5 musiciens. J'ai eu The Untouchables, groupe avec 7 musiciens, les cuivres et tout, trompette, trombone, saxo. Et ça a été mon école. When I was coming over, baby, a whole lot of singing going on. When I was coming over, baby, we got chicks sitting in about one bar. Going on, et le reste tu connais. When I was shaking, baby shaking. When I was shaking, baby shaking. Come on, shaking, baby shaking. When I was shaking, baby shaking. When I was coming on, baby, oh, lot of shaking going on. Comment tu t'es retrouvé à interpréter le rôle de Quasimodo dans Notre-Dame? C'est le rôle principal avec Esmeralda. C'est très important. Heureusement, dans la comédie musicale, tous les rôles sont très importants, ouais. Ils ont chacun leur place, mais le rôle le plus beau à jouer, je crois, émotionnellement, le plus difficile aussi, c'était Quasimodo. Et un jour, j'ai demandé à Luc Plamondon s'il avait fait d'autres castings de Quasimodo, s'ils avaient demandé à certaines personnes qui avaient dit non. Parce que je me disais, comment tu peux dire non à un si beau personnage, tu sais. Vous ne vous moquerez plus quand vous verrez dans la rue Quasimodo le bossu. Ils m'ont élu. Le pape des fous, c'est aujourd'hui le jour de la fête des rois. Et pour un jour, cela me donne tous les droits. M'aimeras-tu? Je savais, tu vois. Je les ai jamais joués. On est toujours arrivé, on est arrivé ici pour les répétitions et boum boum, ça n'a jamais arrêté. Luc, t'avais vu où et comment? Je jouais tous les étés au bord d'un lac dans une boîte qui s'appelait le Liquor Store. Puis Luc m'avait vu là. Il est venu me voir, je crois qu'il avait entendu parler de moi, qu'il fallait qu'il vienne me voir. Et après la soirée, il m'a approché, il m'a dit je pense à toi pour ma nouvelle comédie musicale. Puis, mais il m'a pas dit que c'était Notre-Dame de Paris, il m'a pas dit que c'était pour Quasimodo non plus. Donc je suis arrivé là devant un piano avec Richard. Et il a commencé à me jouer... Puis là, je savais pas c'était pour quel personnage. J'ai chanté les 3 parties. Puis après, ils m'ont regardé et tout de suite, ils ont mis une feuille Quasimodo. Dieu que le monde est injuste. Donc, il a commencé à me jouer la chanson. Puis tout de suite après, je l'ai rechanté. Dieu que le monde est injuste, notre lot n'est pas le leur. Nous n'avons pas de fortune, mais ont-ils donc un cœur? Ils sont nés dans la dentelle pour faire l'amour et la guerre. Dans l'émotion du personnage de Quasimodo, c'est vraiment un bluesman. Si à l'époque, dans les tours de Notre-Dame, tu avais donné un harmonica à Quasimodo, il aurait fait du blues, c'est clair. La déchirure, c'est vrai, c'est comme les Noirs qui ont fait le blues parce qu'ils étaient esclaves. Quasimodo est un esclave, lui aussi, de Frollo, quelque part, sans le savoir. Il était même pas conscient de ça. Oui, c'est l'esclave de Frollo, ouais. Mais après, quand tout s'est ouvert au grand jour, après la fête des fous, il a commencé à comprendre toutes les choses jusqu'à mourir. Mourir d'amour pour Esmeralda, mais mourir aussi de déception pour tout ce qu'il venait de comprendre sur le monde, sur sa vie qu'il avait perdu complètement. Ça se rapprocherait de quoi? Par exemple, s'il y avait une chanson blues, un Johnny Hooker ou un vieux gospel. Because it's an amazing grace. Amazing
how sweet the sound that begging sets me free. Oh, 'cause I once was lost like Quasimodo. Oh, now am found. Was blind, but now I see. C'est son blues, quoi. Oui, ça c'est vraiment on est dans l'humeur du. Was de blind, but now I see. Il était aveugle avant, puis maintenant il voit, quoi. Dans le rôle, il y a une difficulté aussi, c'est celle de ce physique, on en a parlé, c'est-à-dire de la tenue là, qui fait qu'en plus t'es comme ça pendant tout le truc là. Ouais. T'as travaillé ça, cette position ou pas? J'ai réappris quelque peu à chanter. Ah oui? Parce que, bon, faire la position, tu vois, au début on a commencé à faire les répétitions avec des playbacks. On avait nos voix d'enregistrement en studio. Donc, je faisais plein de trucs, grimper les murs, sauter sur les cloches. Puis après, ils ont enlevé les playbacks, ils nous ont mis des micros. Et là, tout ce que j'avais développé dans le côté physique, toute la position pliée en deux, là, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à chanter avec ça. Mais j'ai retravaillé mon muscle, j'ai poussé plus fort. Là, probablement que mon diaphragme, qui est le muscle qui pousse la voix, doit être plus fort d'un côté que de l'autre. Est-ce que tu es très sollicité par les demoiselles, Garou? Ça va bien, bon, évidemment. Bon, il y a toujours le mystère, en plus, de faire Quasimodo. Tu vois? Voilà. Et moi, je peux aller me vanter pour dire que je suis l'homme le plus laid de Paris. C'est quand même, bon, évidemment, bon, quand t'enlèves le costume, maintenant, on me disait pas que j'étais beau comme ça, mais maintenant, on me dit, ah, ben, vous êtes beau pour un Quasimodo, tu sais. C'est parce qu'on parlait de filles. Baby, take off your coat. Real slow. Baby, take off your shoes. I'll take off your shoes. You can leave your head on. You can leave your head on. You can leave your head on. Bird, bird. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour d'elle. Un oiseau qui tend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. Est-ce que tu vas faire cette tournée jusqu'au bout? Justement, tu parles d'une carrière solo. Donc... Jusqu'au bout, je crois pas, parce que ça risque de durer 20 ans. Ouais. Et si tu fais le Canada quand même, tu retournes chez toi ou pas? Pendant des années, oh là là! Mais oui, on fait la tournée en province. Et au Québec, je le fais, c'est évident. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous attendent là-bas. Si je faisais pas le Québec, je crois que je pourrais plus jamais retourner au Québec. Attention, cette fille est étrangère. C'est une chienne, une chatte de gouttière, un animal qui traîne pieds nus sur les pavés. C'est un péché mortel à regarder. Il faudrait la mettre en cage. Qu'elle ne fasse plus de ravages. Dans les cœurs, dans les âmes des fidèles de Notre-Dame. Ce soir.
s'en fout. Mais ça, il sait pas que je chante sa chanson en même temps. Pas que moi, mais tous. On chante toutes les chansons, tous et toutes les chansons des autres, en fait. Et après, on en oublie les paroles des nôtres. Super. C'est au fond de toi, c'est moi que j'aime encore. La chanson qui s'appelle Je reviens vers toi, c'est au fond de moi, c'est toi que j'aime encore. Et un jour, je lui dis au fond de toi, c'est moi que j'aime encore. Je me suis trompé, donc ça nous a fait rire. Quasimodo est malheureux, Quasimodo est amoureux. Il fait la grève des cloches depuis déjà 3 jours. Quasimodo est triste, Quasimodo est fou, parce qu'il se meurt d'amour. Après un rôle en 1992 dans l'opéra Roxande et les Romantiques, Daniel Lavoie travaille pour la seconde fois avec Luc Plamondon. Daniel Lavoie, on est installé, on est un peu chez toi ici, j'allais dire. On est à l'église Saint-Julien-de-Port, à Paris. Pas vraiment chez moi, mais bon, c'est vrai que les églises, je connais bien quand même. Qui t'a sollicité pour ce rôle? Est-ce plus Richard Cossiante ou Luc Plamondon? C'est Luc. C'est il y a Noël, il y a 2 ans, j'ai eu un téléphone de Luc qui m'a demandé si je voulais être curé. Et je lui ai dit, ma mère a toujours voulu que je sois curé, mais que tu me le demandes m'étonne un peu. Je savais pas qu'il préparait Notre-Dame de Paris à l'époque. Puis à ce moment-là, il m'a dit qu'il pensait à moi pour jouer Frollo dans Notre-Dame de Paris. Je lui ai dit, tiens, ça m'étonne. Il dit bien à tout le monde à qui j'en parle, ils disent « Ah, quelle bonne idée !» Alors j'ai pensé que peut-être que je dégageais des airs de curé ou quelque chose sans vraiment le savoir, parce que tout le monde ne semblait pas étonné qu'on me propose le rôle de curé. T'as failli être curé dans ta vie ou pas? Non, j'ai pas failli être curé. Mais j'ai vécu dans un petit village où la religion était très importante et j'étais enfant de cœur pendant des années et tout ce que vous voulez. J'ai fait les jésuites, j'ai eu l'éducation classique, etc. Donc je connais bien les curés, même si j'ai jamais vraiment voulu être curé. Alors ce rôle, il est incroyable dans Notre-Dame, celui de Frollo. Il est violent, il est désagréable. Il est méchant, il est tout ce qu'on peut détester. Et en même temps, il nous ressemble tellement qu'on le trouve finalement un peu sympathique, je crois. Parce que... Ouais, un peu. Ouais, ben je veux. C'est ce que j'essaie de faire à chaque soir. je trouvais assez insupportable d'être un méchant pur. Il me sentait que c'est un peu trop caricatural de faire un Frollo qui serait tout simplement noir. J'ai voulu rajouter un peu de gris dans son personnage et le rendre plus pathétique et plus humain. Cet océan de passion qui déferle dans mes veines, qui cause ma déraison, ma déroute, ma déveine. Doucement j'y plongerai, sans qu'un remords ne me vienne. Lentement je m'y noierai, sans qu'une main me retienne. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te molir jusqu'à la fin de ma vie. Daniel Lavoie qui joue le rôle du méchant, ça surprend. Ben, ça me va bien, non? Ah ouais? Apparemment, je suis très méchant. Ah oui, et tous les soirs, les gens me disent que je vous ai détesté pendant 2 heures. J'ai dit, pourvu que ce soit seulement 2 heures, ça va. Oui, ça va, oui, c'est juste 2 heures. Hein. Ça te fait marrer quand tu te vois comme ça ou pas? Ça me fait peur. J'avoue, ça m'a traumatisé un peu de devoir être méchant comme ça tous les soirs. Mettez-lui son petit pied dans l'étau et puis serrez, serrez. Avouez-vous. Est-ce
Esmeralda est en cage. Oui. Hein, t'es devant. Et là, il y a cette note incroyable où t'as déjà presque une voix de tête et tac, elle remonte encore dedans. Et tu la pousses encore plus haut. C'est fabuleux. C'est le moment où Frollo craque, où il avoue à Esmeralda qu'il l'aime. Ouais. C'est vraiment beau. C'est vraiment où tout bascule sur cette note-là. La pièce bascule parce que Frollo passe du méchant à l'homme passionné qui avoue son amour et ça prend tout son courage pour le faire. Et c'est le moment que j'adore. C'est le moment que j'aime le plus dans la pièce. Oui, là, c'est pareil. Là, il y a du... C'est un grand moment. Je sais que je fais remonter les poils à tout le monde dans la salle avec cette note. C'est incroyable. Vraiment, tous les soirs, j'y vais à fond. J'essaie d'en mettre plus chaque soir. Mais qu'est-ce que je vous ai fait pour que vous me haissiez? Ce n'est pas de la haine, c'est que je t'aime. Je t'aime. Superstar au Québec, Daniel Lavoie collectionne les récompenses. C'est en 1984 qu'il conquiert le public français avec son tube « Il s'aime ». Tout hésitant, découvrant l'amour et découvrant le temps. Y a quelqu'un qui se moque, j'entends quelqu'un qui se moque de moi, se moque de qui? Il s'aime, c'était extraordinaire à l'époque où je l'ai fait. Et puis là, je ne croyais jamais revivre cet engouement et cette folie, et nous voilà replongés. Ça fait quoi justement de retrouver le succès à ce point, je veux dire aussi fort, parce que c'est de la même intensité, 10 ans après? C'est plus facile à vivre, c'est plus agréable. La première fois, j'étais néophyte, je ne connaissais pas tout ça, je ne savais pas trop comment le vivre. Et j'ai été un petit peu... J'ai eu peur. J'ai eu très peur de tout ça. Je savais pas où je m'en allais. J'ai eu beaucoup de difficultés à m'adapter à ce succès immense qui me tombait dessus. Ça tombe très vite, ça arrive. C'est comme un raz-de-marée, cette histoire. Mais cette fois ici, je suis prêt, j'étais prêt. C'est-à-dire, je n'avais pas les mêmes hantises. Tu vas tout faire, toi, Daniel Lavoie. C'est-à-dire que tu vas au Québec chez toi, évidemment, parce que vous partez 3 mois au Québec. Après, je sais pas. Je sais pas. Je vais aller jusqu'au 15 juillet au Québec. Et pour le retour sur la France, après, j'ai pas décidé encore. Je ne sais pas encore si je vais revenir ou non. T'es francophone, évidemment, parce que québécois, mais tu parles anglais, non? Enfin, Oui. Et d'ailleurs, on m'a parlé de la production anglaise. On a même fait des chansons déjà pour la production anglaise. Et ça, je cache pas que ça me ferait plaisir, quoi, de chanter un Frollo en anglais. Je me demande ce que ça pourrait donner. Je t'appartiens de tout mon être, comme jamais un chien n'a aimé son maître. Je t'appartiens de tout mon être, comme jamais un chien n'a aimé son maître. J'étais sec tout à l'heure. J'étais complètement sec. Pour certains artistes, le spectacle est un véritable marathon. Exemple, Quasimodo vient de quitter la scène. Il dispose de 1 minute 40 pour rejoindre le sommet du décor et se mettre en place pour le tableau suivant. Caro, 2 secondes. Ouais, ils sont prêts? Ah ouais. Ok, c'est parti. Nuit de tous les crimes, de tous les rimes et de tous les désirs. Send me say, I shot the sheriff. Oh Lord, no, I did not shoot no deputy. Sheriff John Brown always hated me. For what? I
had planted a seed now. He said, kill them before they grow. He said, kill them before they grow. Je viens tout le temps ici. Je viens me relaxer, je joue la guitare, juste pour tranquille, ouais, faire le vide, tranquille. Après, je retourne. La deuxième scène, elle est encore plus... pour moi, en tout cas, elle est encore plus balèze parce que c'est la prison, c'est la mort. Je vais mourir, moi. Quelques minutes, moi. Il était une fois comme une fable des gens aimables qui voulaient apprendre, comprendre, pour ne pas défendre d'un avenir sans avenir. Leader du groupe Roadlock, il a sorti son premier album en 93, fait un tabac au Printemps de Bourges et aux Francopholies de La Rochelle. Avec un corps d'athlète et un look d'enfer, il donne à Clopin, chef de la Cour des Miracles, une dimension aussi engagée que tendre. Le personnage de Clopin, bon, dans le roman, c'est un personnage un peu farfelu, loufoque, le genre bon... Il était joué par Philippe Clé dans le film de Jean Delannoy, par exemple. Et tout d'un coup, d'imaginer Locke Merville dans ce rôle, ça a modernisé le personnage dans ma tête. Je n'avais pas encore écrit la chanson des Sans-Papiers, que j'ai écrite au moment de l'occupation de l'église Saint-Bernard. Et quand je lui ai envoyé cette chanson, il a été bouleversé, parce que il est arrivé, lui, il est haïtien, il est arrivé au Québec, à Montréal, à l'âge de 2 ans, d'un père qui était sans papier. Il est arrivé avec des parents, avec une famille de sans-papiers. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans domicile. Oh Notre-Dame, et nous te demandons asile, asile. Dans son roman, Victor Hugo évoque le droit d'asile. Évidemment, quand Quasimodo enferme Esmeralda dans Notre-Dame, il est sûr qu'elle est à l'abri. Or, ce droit d'asile a été sacré jusqu'à il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu l'occupation de l'église Saint-Bernard et que la police est entrée dans l'église. Le jour où il y a eu des frontières, il y a eu des sans-papiers. Ouais. Et il y a des gens, je me souviens, il y a un type qui m'a demandé un jour, est-ce que tu es pour ou contre les sans-papiers? Est-ce que ce rôle-là, est-ce que c'est vraiment toi? Ben déjà, la question, je lui ai dit, comment est-ce qu'on peut être pour ou contre? On peut pas être pour ou contre les sans-papiers. C'est des êtres humains et leur premier but, c'est le bonheur. Ils se disent, bon, attends, de l'autre côté de la frontière, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui réussissent à subvenir à leurs besoins, il y a des gens qui réussissent à faire en sorte que leurs enfants puissent être éduqués. Ils cherchent ça, eux aussi, pour leurs enfants, pour leur progéniture, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas être contre ça. Le rôle, je l'ai pris parce que c'était moi, en quelque sorte. C'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir. J'ai jamais été touché que le jour où Luc Plamondon, en entrevue, il a dit, j'avais commencé à écrire Clopin, et quand j'ai vu Locke Merville dans une entrevue parler, j'ai déchiré ce que j'avais écrit, et je l'ai écrit par rapport à lui. Ben, ce jour-là, moi, ça m'a vraiment touché. C'est Luc Plamondon qui dit, j'ai écrit un truc, le rôle, c'est toi. Esmeralda, je meurs. Oh, ma petite sœur, au nom de tous tes frères, écoute ma prière. Ici tu as grandi, ici c'est ton pays. Clame-le à long cri, pour moi, Esmeralda. Ce qui est magnifique, c'est qu'ici, de voir le succès que ça a, c'est déjà incroyable parce que c'est pas une tradition, la comédie musicale ici. Non, mais en Angleterre, si. Aux États-Unis, oui. J'ai été voir des pièces, moi, sur Broadway, avec mes parents à Pâques, à Noël. Donc, et déjà, je me disais, un jour, je veux être là.
Un jour, j'aimerais ça, être sur cette scène devant ces gens qui jouent, qui chantent et qui me font ressentir des choses que j'ai jamais ressenties. Comme métier dans la vie, tu veux faire Fred Astaire, quoi. Voilà. Et je me suis dit, waouh, ça, oui, n'importe quand. Et si j'ai l'occasion un jour de jouer sur Broadway, c'est sûr que je vais pas manquer cette occasion. En attendant ce jour, Locke Merville poursuit sa carrière de chanteur avec ce nouveau titre. Je ne viens pas au nom de la paix. La paix existe pour être troublée. Blesser tous ceux qui l'ont gardé en eux comme un grand secret. Je ne viens pas au nom de la paix. Au nom de l'amour. Au nom de la paix. Notre musique est vraiment un melting pot de plein de trucs. C'est un amalgame de plein de trucs. Et ce qui va faire en sorte que tout ça tienne, c'est la voix. Et c'est surtout les textes aussi, parce qu'il y a toujours, pour moi, c'est important de dire quelque chose qui touche, de dire quelque chose qui est vrai, de dire quelque chose qui est près des gens. La musique, pour toi, ça reste un kiff. C'est un moyen de t'exprimer, de te marrer, de t'amuser. Oui, avant tout. Écoute, après 7 soirs de Notre-Dame de Paris, on trouve moyen de venir ici et de s'amuser. Mais c'est parce que c'est une façon de se libérer, la musique. C'est une façon de s'éclater, de se laisser aller. Je te laisse aller jouer. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? On va s'amuser. Yes, man. 1, 2, 3, 4. Une profonde amitié lie aujourd'hui la troupe de Notre-Dame. Le groupe a pris l'habitude de se retrouver tous les dimanches soirs à l'Opus Café pour faire un bof. Ce soir-là, Locke, Daniel et Garou continuent jusqu'à l'aube. Mes 14 printemps sont à toi, ce collier de diamants. Et pour moi, les mots de tes serments, si tu mens, je n'y croirai pas. Ton cœur de jouvencelle est à moi, tes yeux de tourterelle sont pour moi, les étoiles étincellent dans le ciel, moins que ces diamants-là. Celui que mon cœur aime est un beau chevalier qui ne sait pas lui-même combien je peux l'aimer. Si je ne le sais pas, je le vois dans tes yeux, celui qui t'aimera sera un homme heureux. Ne cherche plus l'amour, il est là pour toujours. Je le crois. Ce sera un beau jour que le jour où l'on se mariera. Si elle trouve les bonnes chansons, ça peut être une nouvelle Vanessa. Elle a du sex appeal, elle a une voix, un timbre unique, très chaud. Elle a beaucoup de qualités qu'ont rarement les chanteuses de cet âge-là. Et surtout, c'est qu'elle est complètement mûre pour faire carrière. Il y a en Julie Zenati une véritable graine de star. Malgré ses 17 ans, elle a déjà une dizaine d'années d'expérience derrière elle. Ses talents de danseuse et de chanteuse lui donnent l'assurance et la présence pour son rôle. Julie, tu tiens le rôle de Fleur de Lys dans Notre-Dame. C'est une première pour toi, tu es la plus jeune de la troupe. Oui.
Comment ça se vit, ça, d'être la plus jeune, d'avoir ce rôle, celle de Fleur de Lys, celui de Fleur de Lys? Au début, je pensais que ça allait être difficile pour m'intégrer par rapport aux autres chanteurs, même aux danseurs, parce que je suis vraiment la plus jeune. Après, ça commence vers les 22, 23. Ouais. Mais en fait, ça se passe très bien. Au début, ils maternaient un peu, tous. Mais maintenant, ça y est, ils me considèrent en fait comme une adulte. Ça, c'est bien. Raconte-moi un peu ton histoire, parce que c'est assez surprenant. 17 ans, tu as ce rôle, tu vas faire toute la tournée, on y reviendra tout à l'heure. D'après ce que j'ai compris, tout s'est passé quand tu avais 11 ans. En fait, déjà, je chante depuis que j'ai l'âge de 8 ans, parce que mon papa joue du piano. Ah, papa joue du piano à la maison. Mais il était chanteur, papa? Il faisait musicien? Non, papa, il n'est pas chanteur. Ouais. Mais c'est un très bon pianiste. Et donc, il m'accompagne et on chantait tous les deux. Et puis, Tu chantais quoi, pardonne-moi? Tu chantais quoi? Quel genre de truc? La première chanson que j'ai chantée, c'était Mon Dieu d'Edith Piaf. Tu m'en feras un tout petit bout, là, un départ? Ouais. Chiche, vas-y, je t'écoute. Mon Dieu, oh oui, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Mon Dieu, quel était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Et sa voix, Julie la travaille sans relâche. Formée à l'école du Studio des Variétés à Paris, toutes les occasions sont bonnes pour monter sur scène, jusqu'à la fête d'école pour chanter Piaf. Ce sont les Milord qui n'ont pas eu de chance. Julie, c'était un petit peu comme un conte de fées entre elle et moi, parce que c'était ma voisine de palier. Elle avait 11 ans et un jour, je prenais mon petit déjeuner, j'entends une voix absolument magnifique derrière mon mur. Donc je me suis habillée, puis je suis allée frapper à la porte. Puis c'est sa maman qui m'a ouvert et qui m'a dit voilà, la voix, c'est elle. Vous dansez, mademoiselle? Je ne suis pas celle que vous croyez. Impressionné au moment des répétitions, c'est quand j'ai vu la grande salle du Palais des Congrès. Plus que les chanteurs, parce que je les connaissais déjà un peu. Ouais, tu voyais 4000 fauteuils vides, oui. Une énorme scène. Une énorme scène. Et tu te dis, et je vais le faire là. Voilà. Quand on te voit sur ta monture, quelle allure et quelle stature, un vrai modèle de droiture, une force de la nature. Quel est ton titre préféré de cette pièce? La monture. Ton solo? Ouais. Je suis le mieux parce que en fait c'est le visage de Fleur de Lys que je préfère dans cette chanson-là. Parce que c'est le visage un peu de la méchante. Parce que je peux m'exprimer totalement et puis je ne fais pas que chanter, je joue le personnage beaucoup plus que lorsque je dois jouer la petite princesse gentille, tout ça. Ouais. Je me sens mieux dans le personnage méchant de Fleur de Lys que dans le côté gentil. Tes mots d'amour sont des injures, tes serments sont des parjures. Mon cœur déjà se fait plus dur, je te mets au pied du mur. Délivre-moi de ma ceinture, viens en moi que tes tortures. Apprends-moi de la luxure, je t'aimerai si tu me jures. Je t'aimerai si tu me jures. Quoi pendra la La carrière de Julie Zenati prend son envol. Elle prépare actuellement son premier album et nous réserve un duo inattendu avec le rappeur Passy. Ça va me servir de tremplin, c'est sûr. Et bon, après, on verra comment ça va évoluer. Et ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Parce que c'est clair que c'est assez différent de Notre-Dame. Parce que c'est Julie Zenati, c'est plus Fleur de Lys. Donc on verra comment ça va évoluer. Quand on est à 17 ans comme toi tous les soirs, et cela pour 3 mois, voire plus, après la tournée, parce que tu fais la tournée, tu vas aller en France, on va te retrouver en tant que Fleur de Lys sur les scènes françaises, puisqu'il y a la tournée Notre-Dame. Ça veut dire que ton année scolaire, elle est un peu pourrie. Oui,
Au début, je me suis dit, pas de problème, je vais pouvoir concilier et l'école et Notre-Dame. Notre-Dame, c'est le soir, l'école, la journée. Pas possible. C'était pas possible. Donc maintenant, c'est la correspondance. Mais c'est vrai, maintenant, je vais plus au lycée pour travailler, j'y vais pour chercher mes copains. Alors ça, c'est Tiffany et Aurélie. Hop, encore. Là, il y a Chérif, dis bonjour à ta mère. Là, le troll. Naïma, Jocelyne, Monia. Ça, c'est Caroline, ça, c'est comme ma sœur. « 168 ans après sa création, le chef-d'œuvre de Victor Hugo n'a pas pris une ride. L'opéra moderne, imaginé par Luc Plamondon et Richard Cochiante, fait de Notre-Dame de Paris une histoire intemporelle. La tournée affiche déjà complet. De mars à juillet, la troupe se produira au Canada, avant de revenir en France, Belgique et Suisse, dès septembre 99. Le spectacle sera de retour au Palais des Congrès à Paris en février 2000. 100 000 personnes ont déjà réservé leur place. Je suis très très heureux de les voir chanter parce que bon, je pense qu'ils représentent très bien ce que j'ai écrit, donc je suis heureux de les voir chanter. Pour ce qui est le public, bon, ça me comble de voir chaque soir une salle si pleine, 3800 personnes, toujours plein, et puis ils font tellement attention à tout ce qui se passe sur la scène, ils respectent tout, puis à la fin ils se lèvent. C'est un rêve, c'est comme ça que je l'aurais voulu et voilà, et ça se passe comme ça.